Salam alaikum Azul, bonsoir. La revue El Jish décrit le prochain, je cite, rendez-vous électoral, comme elle dit, d'autres stations dans le processus d'ancrage démocratique. Fin de citation. Ces rédacteurs nous affirment que, et je cite encore, l'importance et l'intérêt de ce rendez-vous électoral réside dans le fait qu'il constitue une garantie pour la marche vers la réalisation du changement radical tel que revendiqué par le peuple algérien. Fin de citation. Et ce n'est là qu'une toute petite partie de ce véritable festival de la langue de bois que nous offre la revue El Jish, qui n'aura décidément pas failli à la réputation qui est désormais la sienne. Au point où ces inénarrables sorties ne suscitent plus ni commentaires, ni un quelconque intérêt, si ce n'est d'en faire une grille de lecture pour tenter de discerner ce qui se trame derrière l'épais écran de brouillard laborieusement entretenu par un système opaque et imprévisible. Et c'est là où réside justement la question. Pour qui la revue El Jish écrit-elle? Est-elle seulement une revue spécialisée dans les questions militaires? Ce n'est pas le cas, à la lire, sauf dans un objectif de pure propagande, comme de décrire dans le menu le déroulement de manœuvres militaires et d'exercices tactiques dont les véritables objectifs politiques sont toujours inavoués. Alors quoi? Un organe, comme on dit dans ce pays, dont la mission est d'affirmer l'opinion de l'armée dans la vie politique du pays? Ce serait dans ce cas en contradiction avec la profession de foi du haut commandement militaire et de celui qui a été porté à la tête de l'État par le même commandement militaire, qui affirme mordicus, l'un et l'autre, que l'armée est neutre et qu'elle ne fait pas de politique. Des déclarations tout à fait en contradiction avec le contenu même de cette revue et de l'omniprésence, une présence étouffante des généraux dans la vie politique, au point d'en occulter le président qu'ils ont eux-mêmes installé à la tête du pays, dans une énième parodie électorale comme celle qui va avoir lieu très prochainement. C'est quoi alors la revue El Jish? Un média des chefs de l'armée, mais dont le cœur de cible serait l'opinion publique internationale? Alors là, totalement exclu. Aucun lecteur occidental, ni de quelque autre société démocratique, qu'il soit politicien ou simple quidam, ne pourrait digérer un tel discours, sorti tout droit des pires années du bloc de l'Est. Alors quoi? Juste un outil de simple propagande, destiné à la société algérienne, pour tenter de la berner sur la dure réalité de la situation, sur ses vrais tenants et ses vrais aboutissants? C'est vraisemblablement la seule explication. Mais dans ce cas, c'est dire l'ampleur du mépris que vous, les chefs de l'armée, à ceux des citoyens algériens qui pourraient lire ces lignes. Comment peuvent-ils croire un seul instant qu'un quelconque citoyen algérien, qui ne soit pas dans le déni ou à leur dévotion, pourrait avaler de telles énormités? Sont-ils ainsi dans un tel aveuglement pour pouvoir croire qu'une telle grossière propagande peut avoir un quelconque effet sur une opinion publique désormais libre, désormais ouverte sur le monde? Un pays qui n'est plus dans le huis clos du terrorisme pédagogique, qui n'est plus dans le battage à sens unique, qui n'est plus sous cloche médiatique. Je vais lire pendant l'émission quelques extraits de cette publication et je demanderai à nos invités ce qu'ils en pensent.
Algérie, législative, boycott massif annoncé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Sanhaja Akrouf, militante politique de l'ACDA. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les invités et téléspectateurs. Merci. Abdelrahim Moussawar, militant politique du FFS, militant hirakiste. Abdelrahim, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, mes chers amis, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire un peu la revue El Jaish? Moi, je vais être rapide parce que je ne l'ai pas lu. Donc, c'est simple. J'ai juste envie de dire, d'abord, El Jaish, il y a très peu de gens qui la lisent. Hein. Bon, enfin, donc, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas grâce au Hirak qu'on ne lit pas El Jaish. Enfin, dans toutes les maisons, il y a personne qui lit le Jaish, à part les administrations. Et encore, je pense que les spécialistes. Après, j'ai juste envie de dire, ils sont dans leur rôle, quoi. C'est-à-dire qu'ils appellent et qu'ils disent c'est l'ouverture démocratique, etc. Ben, évidemment, s'ils appellent à des élections, ils ne vont pas dire ils ne vont pas dire qu'on est des pourris. Ça serait quand même. Et donc, ils sont dans leur rôle. Et nous, ceux qui appelons à boycotter, nous sommes aussi dans notre rôle. Ce n'est pas parce que نكرهوا الجزائر كما حب يقول علينا رئيس الدولة. C'est aussi, on est dans notre rôle de refuser des élections, la mascarade électorale. على خاطر خرجنا في البداية على جال باش يمشي بوتفليقة. Parce que l'humiliation du cadre, on l'a assez dit ici, mais à un moment donné, ça a évolué et les revendications du Hirak, à savoir l'adala al-ijtimaïa, l'égalité, le droit de se soigner, on a l'Algérie, il y a eu plusieurs revendications qui sortent dans des slogans, ils paraissent humoristiques, ils paraissent pas très, très politiques. Même le slogan, Yitnahaouga, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent Yitnahaouga, ça veut rien dire, machin. Ben si, Yitnahaouga, c'est-à-dire اللي شاركوا في الدولة هذه من البداية للنهاية يتنحوا كاع ماشي المدير تاع المدرسة يتنحى ولا المدير تاع السبيطار ولا bien sûr on parle et donc vraiment pour m'arrêter là j'ai envie on va expliquer on a 1 heure pour expliquer pourquoi on boycotte mais en tout cas les Jaish ils sont normalement le Jaish enfin moi en France je sais pas si vous moi je travaille au ministère de la Justice mais ça doit exister une revue militaire, mais qui traite de la question militaire. Mais personne enfin, je veux dire, on n'en parle pas. On n'en parle pas avant les élections. Macron, pour se présenter, ils utilisent d'autres canaux. Dans aucun pays démocratique, l'armée ne dispose d'un organe, comme on dit en Algérie, hein, c'est un peu d'un organe médiatique qui traite de politique. À plus forte raison que l'armée algérienne est en train aujourd'hui de crier à corps et à cri qu'elle ne fait pas de politique. Mais nous allons commencer, pour entrer dans le temps et revenir à la revue El Jaish, par écouter M. Tebboune, qui aujourd'hui est en train de se présenter comme le héros du Hirak, le candidat du peuple et de la jeunesse, comme il a dit au journal Le Point, et qui dit avoir traversé le désert, avoir eu comme ennemi l'ancien régime qu'il aurait été. Alors nous allons l'écouter quand il était Premier ministre. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. Alors nous allons voir, Hassan est spécialisé un peu dans la question du langage corporel, body language, c'est ça? Comportemental. Vous allez voir avec Saïd Bouteflika le vrai patron, le vrai président, celui qui régnait au nom de son frère, derrière la façade de son frère. Regardez ces images. Bouteflika avec Saïd, avec Tebboune. Et
Alors, quand il avait fait sa fameuse Uqsimu Billah, il était ministre de l'Habitat à ce moment-là. Hassan, sur la revue LG, je vais vous lire rapidement. C'est tellement plein de... Je pourrais lire au hasard, je tomberai toujours sur des... Alors, il est tout indiqué pour s'appliquer aux organisations terroristes. Il parle tout indiqué du titre de la chronique qui s'appelle Commentaire. Organisation terroriste, le scorpion pique et crie au loup. Comprenez-y quelque chose Si, moi je comprends. Hein. Ouais. Alors, il parle de Rachad et du MAC notamment, mais aussi des Algériens de France, les hirakistes, qui sont en train de militer pour leur pays. Voilà ce qu'il dit. Hein, il dit, c'est incroyable. Hein. Dépourvu de tout honneur et pudeur, elle n'éprouve aucune gêne à aller pleurnicher et commander aux portes de diverses organisations internationales et régionales, et même celles défendant les droits des homosexuels, ou encore de traiter avec des pays et des régimes coloniaux racistes qui soumettent des peuples, exploitent leurs richesses et s'opposent à leur autodétermination. Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram, Jia, Rachad, MAC et d'autres organisations de la mort diffèrent dans leurs appellations, les lieux où ils sont perpétrés, etc., dans la même veine. D'abord, à qui elle est destinée, une revue? Elle a des lecteurs. Oui. Elle a ce qu'on appelle une cible et un cœur de cible. Alors, à votre avis? D'abord, M. Benchenouf, quand on lit vraiment cet article-là, et il y a eu des articles précédents, oui. Et on voit que la violence verbale est allée crescendo. Oui. Il y a une espèce de coefficient d'accélération absolument inimaginable depuis, on va dire, quelques mois. Donc on a assisté à cet incendie verbal, vraiment ce chalumeau d'El Jaish. Je vais vous dire, on n'a pas besoin d'un collège de psychiatres pour vraiment... comment dire, pour qualifier, pour traduire ce qui est vraiment dans ces éditoriaux, dans ces commentaires, etc. Il y a un proverbe berbère du Rif qui dit un être humain, en l'occurrence ici, parce qu'il l'a fait de façon posée, c'est écrit, etc. Un être humain, c'est comme une outre. Il n'en sort que ce dont elle est remplie. Une outre, je ne sais pas comment on dit ça en arabe, en berbère on dit ça, aïdid. C'est quand on fait ça avec la peau de chèvre. Là. Oui, dans laquelle on met de l'eau. Si vous mettez à l'intérieur du miel, il en sort du miel. Mais si vous mettez qadran, il en sort du qadran. Si vous mettez du poison, il en sort du poison. Si vous mettez du lait, il en sort du lait. Eh bien, ce qui sort de cet éditorial-là, c'est absolument, comment dire, c'est du poison, c'est du venin, c'est de la haine. Et dire que le titre, c'est le scorpion. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je comprends ce que... Tout à fait. Quand il parle de scorpion, il parle de loup, etc., il parle d'eux-mêmes. Ils s'en rendent même pas compte. Et n'importe quel psychiatre débutant vous dira qu'il est en train de parler de lui. Quand on utilise ce vocabulaire à chaque fois, de façon recommencée, de façon récurrente, ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de se décrire. Ils sont en train de dire qui ils sont exactement. Quand on voit le vocabulaire utilisé ici, vous en avez dit juste une ou deux phrases, mais c'est pendant tout au long de la revue. Tout au long du texte. Mais il ne précise jamais. Quand il parle, par exemple, de Rachad et du MAC, comme étant des organisations terroristes en même titre que Boko Haram, Jia, etc. Ok. Pardon, ils disent même, hein, les émirs de la mort, El Zitouni, Zouabri, Ben Shihab, Al-Awar, etc., ont laissé derrière eux des terroristes et des traîtres, non moins sanguinaires, bien plus qu'ils les dépassent en matière de forfaiture, de perfidie, de félonie, etc. Et il parle des gens de Rachad et du MAC. Moi, je ne suis pas un adepte de Ali Belhadj. C'est un homme respectable. Il a été condamné, il a fait sa prison, etc. Ce que je dis de lui, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je me permets, M. Benchenouf, de la répéter ce soir, à Ali Belhadj, c'est très simple. On l'accuse de tous ces mots-là. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, OK, vous m'accusez de tous ces maux. Venez, une enquête nationale et internationale. Des enquêtes nationales et internationales. Absolument. Ils disent que le MAC, Rachad, ont fait les pires exactions. Ils ont préparé des attentats, etc. etc. Est-ce que vous, les messieurs d'El Jaish, et vous, les décideurs, est-ce que vous acceptez une enquête, des enquêtes nationales et internationales pour savoir qui tue, qui prépare des attentats, qui arme, qui manipule, qui est en train de trahir, etc., etc. Qui a tué pendant la décennie noire, qui a tué en 2001, qui a tué pendant toute cette... Une enquête objective. Depuis 1962. Qui a tué Karim Belkacem, qui a tué Khidr, qui a tué Ali Boudiaf, etc. Ali Messili en plein Paris. Al-Hachani, Cheikh Sahraoui, ainsi de suite. Qu'ils acceptent des enquêtes neutres de l'ONU, des organismes de l'ONU, etc. Et on verra à ce moment-là qui est responsable des tueries, qui est responsable des terreurs, qui est responsable justement de la peur qui est semée depuis 60 ans et qui a frappé des millions d'Algériens, qui a kidnappé des Algériens dont on ne connaît pas encore aujourd'hui le sort. Oui. Donc, pour terminer, Monsieur Benchour, juste pour ça, parce qu'il y a tellement de contradictions. Mais on va revenir sur... Juste une remarque. Oui. Il commence déjà cet article par parler en son nom propre. Il parle de mon pays. Il dit, c'est incroyable. Là. Il dit, durant les années 90 du siècle passé, mon pays, l'Algérie, a traversé une des pires périodes, etc. Alors que ce n'est pas signé. Ce n'est pas signé. Non, c'est marqué la rédaction. La rédaction. Oui. Donc, qui parle. Et plus loin, il dit nous. Oui. Donc, il parle de moi, ensuite nous, après, il parle de l'armée. Oui. Oui, alors, oui, mais le moi a interpellé tout le monde, à la forme personnelle qui n'est pas usitée dans ce forme de... Mais le nous aussi. Ouais. Le nous aussi. Mais de qui il s'agit? Absolument. Alors, nous allons revenir, Abdelrahim Moussawar, sur ces sorties, absolument. Par exemple, le MAC et Rachad. Alors, monsieur Tebboune, il le dit clairement. Il le dit, d'ailleurs, c'est la revue El Jaish qui questionné sur le classement par l'Algérie de Rachad et du MAC comme mouvement terroriste, Monsieur le Président a indiqué, et il cite Tebboune entre guillemets, ils se sont eux-mêmes déclarés comme tels. Rachad a commencé à mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour affronter les services de sécurité et l'armée. Le MAC a tenté d'agir avec des voitures piégées face aux appels de la violence. La patience a des limites. D'abord, sur Rachad. Rachad a appelé à affronter les militaires et les policiers. À ma connaissance, ça fait... C'est pas Ishtibak, quel a été le terme vrai? Ishtibak Silmi. Ishtibak Silmi. Ça veut dire à résister, à bloquer les policiers. Je ne sais pas si c'était une maladresse ou... C'est vrai que ce n'était pas le mot qu'il fallait choisir et il faut dire les choses clairement. L'Arbezetot qui a dit Ishtibak Silmi au moment où Silmi a été... Oui, même si Silmi, déjà le mot Ishtibak, ça crée une certaine confusion, mais c'est pas... Personnellement, ce n'est pas à cause de ça que je vais faire toute une histoire. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Moi, ce qui me choque... Ce n'est pas du terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme, à tel point que citer, franchement, là, dans le commentaire, Al-Qaïda, État islamique, Boko Haram, Jia, et avec tout ce groupe qui est diabolisé mondialement, on rajoute Rachad et le MAC. Ça veut dire tout simplement qu'on s'attaque, le pouvoir actuellement, à travers cette revue, qui en principe devrait être un organe neutre, qui parlerait peut-être des organisations à l'intérieur de l'institution militaire, l'armée de terre, l'armée terrestre, etc. Mais là, on assiste à une propagande inouïe de la part de ce régime. Moi, ce qui me choque le plus, c'est ce commentaire vers la fin, le scorpion pique et crie au loup. Oui. Et il ne s'est pas arrêté là, le scorpion. Il y a des propos qui ont été tenus. Un élève qui est au collège, on lui donne le texte. Si on lui demande de faire une analyse du texte, il ne va pas sortir de l'analyse lexicale, des mots. À la fin, la dernière phrase, il dit « et ce scorpion noir ». Ça veut dire qu'ils ont même précisé la couleur du scorpion.
alors qu'en Algérie, le désert qu'on a, il y a de toutes les couleurs. Ça veut dire quoi, le scorpion noir? Pourquoi préciser cette couleur? Les scorpions, ils sont homophobes parce qu'ils parlaient des organismes homosexuels. Voilà, ils disent qu'ils sont soutenus même par des organismes. Mais c'est extrêmement grave. Alors qu'ils ont des rapports bilatéraux avec des pays qui respectent les droits de cette catégorie de personnes. L'homophobie, elle est bannie du registre. Il parle après que le ministre de l'Intérieur ait traité les hirakistes de mots, entre autres, d'homosexuels. Oui, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que pour eux, c'est un mot, c'est une insulte. C'est une insulte. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu un lapsus absolument épouvantable de la part de l'ambassade qui représente ces gens-là. Quand il parle des annales... Il a commis une réponse au journal Le Monde, qui est une institution, et qu'il confond anal avec un N et avec anal avec deux N. Ah oui. C'est un lapsus révélateur. Après l'affaire Stoen, du jeune Stoen, après l'affaire Nekish, c'est ça, oui. Nekish, voilà. Et après, justement, ce vocabulaire vraiment, comment dire, homophobe, honteux, complètement insupportable, homophobe. Là, on voit bien pourquoi il a fait ce lapsus-là. Ce n'est pas par hasard. C'est un lapsus révélateur. C'est révélateur. Ça veut dire que vraiment, c'est à l'intérieur des décideurs de l'État, de l'oligarchie qui commande, qu'ils ont ce vocabulaire, qu'ils ont cette mentalité rétrograde, archaïque, insupportable. Et juste vraiment, un mot, M. Benchimou. Parce que d'un côté, quand il parle de Rachat et du MAC, ils disent qu'ils veulent déstabiliser le pays, ils veulent faire des attentats, etc., etc. Donc c'est un truc vraiment, une pieuvre incroyable. Ils ont des soutiens à l'étranger, des pays. En même temps, ils disent c'est des souris de laboratoire. C'est incroyable. Ils n'arriveront à rien parce que ce n'est que de simples souris de laboratoire. Il faut savoir. On va y revenir. Mais il en a fait des monstres finalement. Oui, sur cette... Ils sont là, ils menacent l'unité nationale. Ils sont capables de tout. Et c'est des souris de laboratoire. Mais après, ils nous disent, mais ils sont finalement incapables parce que ce n'est que de petites souris de laboratoire. C'est là qu'on comprendrait facilement qu'il utilise le MAC et Rached pour s'attaquer au Hirak. Parce que ce qui se passe en Algérie depuis plus de 2 ans, c'est l'actualité, la véritable actualité politique en Algérie. Vous avez un système peut-être qui agonise actuellement. Il ne sait plus quoi faire. C'est comme un boxeur à la fin du combat, il ne sait plus quoi faire. Il est affaibli. Donc ça part dans tous les sens. Pour lui, tous les moyens sont bons, y compris le Majallat al-Jaysh, la revue plutôt l'éditorial de l'Jaysh, pour l'utiliser comme un organe de propagande. Rached, le MAC des organisations terroristes, parce qu'on le veuille ou pas, toucher la sensibilité de la Kabylie. Il y a le MAC, toucher une partie du Hirak, il y a Rached, c'est pour créer des divisions à l'intérieur du Hirak. En même temps que des amalgames. Mettre le MAC avec Rached, ce n'est pas gratuit, j'imagine. Ah ben, bien sûr. Mais Sanhaja, il parle le Haut Conseil à la sécurité, c'est comme ça qu'on dit, le HCS. Oui, c'est ça. Qui est un organe consultatif, c'est la Constitution qui le dit. Il ne peut pas décider. Et il a décidé de classer le MAC et Rached comme mouvement terroriste. D'abord, pourquoi? Et ensuite, les arguments qu'ils avancent, c'est pas vrai. Par exemple, ils nous disent sur le MAC, des militants du MAC ont été pris en possession d'explosifs. Ils voulaient les utiliser pour faire sauter des voitures au milieu du Hirak. Mais le problème est que le juge d'instruction a relâché ces gens qui nous disent avoir interpellés. Il les a placés sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'on place sous contrôle judiciaire des terroristes qui ont été pris en possession d'explosifs au moment où on a plus de 210 détenus politiques qui sont en prison en mandat de dépôt? Et Rached n'a à aucun moment appelé à la violence. C'est au contraire. Rached appelle au pacifisme et ils disent même faites attention au piège de la violence, le régime va vous plonger dans la violence. Ça rime à quoi tout ça? Ça rime, c'est ce qu'on a dit depuis longtemps qu'on le dit. Le pouvoir, il essaye de diviser le Hirak.
il essaie de jouer sur la sensibilité. On le sait, moi je vis dans une ville plutôt arabophone dans l'Est algérien. Il joue sur cette fibre القبائل رايحين يفرقوا البلاد ورايحين يقسموها وحزب فرنسا, d'accord. Et de l'autre côté, Rached, il nous ramène dans les années 90, dans le débat des années 90. Et ça, c'est-à-dire, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Même Chab, il le sait, le Chab. Ce que j'ai envie de dire, moi, aux personnes qui écoutent le discours et qui disent « oui, c'est vrai que c'est dangereux, les islamistes, on a vu ». Moi, je milite contre le projet des islamistes. Et je suis au clair, je milite. Mais on veut un état de droit où يحاسبوا الجلادين من جهة ويحاسبوا القتالين من جهة. Voilà, la décennie noire, c'est pas que les islamistes. Ils ont leur responsabilité dans la décennie noire, il n'y a pas de souci. Mais les généraux, les militaires, ils ont leur part de responsabilité. Et bien, si vous voulez que هذو الناس اللي راكم تتهموهم باللي راهم قاتلين وذابحين etc. Faites une justice transitionnelle, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire, qu'on sache au moins la vérité, ce qui s'est passé. Bien réellement. sûr, ce n'est pas l'idéal, l'Afrique du Sud, mais au moins il y a eu des jugements, il y a eu qui ont duré des mois, des années. Des années. Mais باش نلحقوا لهذو des années. ماشي الانتخابات هذو اللي راح توصلنا لهذاك الشيء. الانتخابات هذيك رايحه تزيد الشيء الحال على حاله. On l'a vu. Moi j'aimerais bien que vous remettiez la photo de, si c'est possible, si j'ai une minute, pour lire ce qu'il a dit sur le Hirak Tebboune et sur l'Isaba, quand il avait le bras sur Saïd. Oui. Est-ce que est-ce qu'on peut mettre la photo de Tebboune quand il prend Saïd dans ses bras? Il dit, c'est une interview qui a été faite par des Algériens. باش نتفاهموا ماشي قال هفوه ورفوه كمال داوود تاعهم. هما وصلوه وخدموا به في فرنسا وهو il le rend l'appareil. Donc on va pas revenir sur le débat de Kamel Daoud. Il y a des choses à dire sur ce monsieur. Ce qu'il répond, le pays, c'est monsieur Tebboune, le pays était au bord du gouffre. Heureusement qu'il y a eu le Hirak, sursaut populaire, le Hirak authentique et béni du 22 février. Qui a permis de stopper la déliquescence de l'État en annulant le 5e mandat. 5e mandat, quand même, on a vu la photo, qui aurait permis à la Isaba, le gang, c'est M. Tebboune qui dit tout ça, c'est pas un opposant, c'est pas un hirakiste, on aurait l'impression que c'est un hirakiste qui dit ça. Conglomérat d'oligarques et de hauts responsables. Ce groupuscule, qui a phagocyté le pouvoir, il n'y avait plus d'institutions valables. Il n'y avait plus d'institutions valables. Seuls comptaient les intérêts d'un groupe issu de la kleptocratie, c'est-à-dire la kleptomane, c'est Serqa. Donc, il fallait reconstruire la République avec ce que cela implique comme institution démocratique. Alors, avant de vous laisser poursuivre, nous allons l'écouter dire ce que vous êtes en train de dire et je vous rends la parole. Monsieur Tebboune. كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل لدرجة نتاع الذوبان يعني ما بقاتش دولة عصابة لهذه الدرجة يعني لما السياسيين والأساتذة في العلوم السياسية والمؤرخين يتطرقوا لهذا الموضوع ربما يوضحوا أكثر للعالم وللجمهور الجزائري ما كانت. علاش أنا قلت الحراك المبارك من عند الله عز وجل في ذلك 13 مليون جزائري نقدوا بلادهم. كنا ماشيين لشبه عهدة 5 رئيس ما يسيرش يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى في عصابة
باش تستولي على السلطة في الجزائر لمدة 5 سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد. Alors, il a redit à Al Jazeera ce qu'il a dit au point, la même chose quasiment. Sauf que ce qu'on ne comprenons pas, c'est qu'il est en train de dire le Hirak al-Asil, le Hirak authentique et originel, il était de 13 millions dans la rue. Aujourd'hui, ils ne sont que quelques milliers dans toute l'Algérie. Mais dans ce cas, pourquoi ils font autant de choses contre ce Hirak qui n'existe plus, d'après eux? Moi, je reviens d'abord avant ça, c'est-à-dire comment on peut être. Je m'adresse, j'espère qu'on nous regarde, il n'y a pas que le Hirakis qui regarde le Maghrébien, même les ما يحبوش المغاربيه qui يقعد جايز يروح للكوزينه يهز كاس ما يسمع. C'est à ceux-là que je m'adresse. كيفاش هذا بريزيدان تاع دوله كان في الدوله كي كانوا الحراك هو كان في الدوله يا اخي ما جابوهش كيما جابوا بوظياف جابوه اون بونس كون فو دو بوظياف مي جابوه كان في الخارج وجابوه ما شاركش ما كانش في السيستم هذا كان في السيستم وحاكم يد نتاع المسؤول تاع السيستم ويقسم برنامج الرئيس بالرئيس باللي راه ما يبدلش انسان كيما هذا اللي يقسم ويقول ما نبدلش انا كاريمون سكي a été proposé par le président قسما على الكتاب اللي هو يمن به على كلين والشعب الجزائري يمن به ومن بعد يولي يهدر عليهم كانهم عصابه تاع كليبتوكرات سراقين. Je vous demande comment on peut faire une confiance اللي واحد كان معاهم ودار عليهم إلى أن درجة أنهم يسميهم بالسراقين. Et c'est ça la question. Comment peut-on faire confiance à ceux اللي رايحين يترشحوا كيفاش نديروا معاهم ثقة؟ احنا ماناش ضد هذو العباد. On n'est pas contre هذا السي طبون بالك il est sympathique humainement. Peut-être il est rigolo, il est plus sympathique que des gens qui sont dans le حراك qui peuvent être plus énervants. C'est pas la question. La question احنا ماناش ضد عباد. احنا ضد برنامج ضد السياسه من 62 وهي هذه السياسه كاينه. احنا بغينا فريمون جو كونكلو on aurait voulu pour que ceux qui nous accusent باللي نحبوا غير نمشي ونكرهوا الدوله في الدم زعما كرا انا ما نكرهش الدوله في الدم ونحب الجزائر وبغيت نولي نعيش في الجزائر et c'est pour ça qu'il aurait fallu une période de transition. هذو كامل اللي يحلفوا بالقران باللي ما لازمش يتبدل البرنامج نتاع الرئيس يخرجوا هذا ما كان. Je pourrais apporter de l'eau à votre moulin. Monsieur Tebboune, on n'a pas la vidéo, mais on la cherchera. Dans une passation de consigne avec Yahya, il avait parlé pour dire qu'il était heureux dans ce qu'il faisait. Il a dit au Yahya, vous imaginez 40 ans de compagnonnage. Hein? Il a revendiqué le terme. Ça veut dire je suis d'entre vous, je suis parmi vous. Et maintenant, il dit la Issaba, que je combattais. Alors, nous allons voir encore quelque chose et nous allons parler. ربما بلد ما يسمحش بتطبيق كلي للمؤامرات اللي تحيط بالعالم العربي بصفة عامة. احنا الجمهورية الوحيدة اللي بقت واقفة. كل داروا فيهم ما يسمى بالتخريب العربي ولا الربيع العربي ولا يسموه كما يحبوا ولا يسموه كما. الجزائر رافدة المشعل نتاع فلسطين ونتاع الصحراء الغربية ونتاع الدول الشعوب المقهورة والشعوب المضطهدة. الدولة الوحيدة. إذا لازم هذا الصوت هذا يسكتوه وما يسكتش. لأن الشعب هذا هو طبعه أولا. هناك ميراث. وما اليوم الجزائر عليه خطيرة لأن الجزائر ما عليهاش مديونية. ما عليها حتى دين. في كل إفريقيا وشمال إفريقيا. مستقلة بمواقفها. مستقلة بمواقفها لأن واحد ما يستناش فرنك اللي يسال يجي يخلص. أولا. ثانيا نظامها الاجتماعي مدستر ومقنن. بعض سموها شراء دماء بعض سموها كذا ولكن اليوم طب مجاني والتعليم مجاني والمواد الأساسية مدعمة من الدولة إلى آخره. يعني كل الأمور هذه تسمح
المواطن بعيش كريم، ربما مش بالعيش اللي يطمح فيه، يطمح به. ما تقول سيد الرئيس؟ J'aimerais qu'on me trouve cette vidéo, ce passage, cet extrait où il dit que quelqu'un a dit, et il dit c'est officiel, hein, quelqu'un a dit, maintenant il ne reste plus que l'Algérie à abattre. J'aimerais qu'on nous la trouve. Alors, il dit des choses absolument incroyables. L'Algérie est le dernier pays arabe à avoir résisté à ce complot des printemps arabes, comme il dit, et tout. À ma connaissance, la Tunisie, c'est au contraire. Il a même utilisé le mot trarib. Trarib, le sabotage, ouais. le sabordage. Il est en train de... Et nous sommes dans la ligne de mire d'ennemis. C'est un complot. Il a parlé de mot Amara. Mais dans le même temps, il dit l'Algérie, c'est le seul pays qui n'a pas de dette, qui a un enseignement gratuit, qui a la santé gratuite, qui a... mais dans ce cas, il est en train de rendre hommage à Bouteflika, parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Bouteflika et ceux qui sont avant lui. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, Ben ce dont il est en train de parler. Ouais. Même si dans tous les pays du monde, quasiment aujourd'hui, la santé est gratuite. À part les États-Unis ou quelques... Mais en France, par exemple, la santé est gratuite. L'enseignement aussi. L'enseignement aussi. Mais سامحني moi j'ai envie quand même parce que c'est mon dada التعليم والطب المجاني عندنا واحد الاغنيه تاع دبزه تقول الطب المجاني فرحنا بالطب المجاني لازم ورقه باش تداوي لا مت رحت مجاني سي سا الطب المجاني لو كان جا الطب مجاني الناس راهي اللي عنده دراهم يروح لي كلينيك بريفي هو بعد يروح للالمان ويهدرنا على الطب المجاني شكون اللي يروح للطب المجاني ثانيا التعليم المجاني الناس الكل دايره ولادها في البريفي الناس الكل دايره sauf les gens qui n'ont pas les moyens. sauf bien sûr هذاك التعليم المجاني باش يخرجوا على فا لا بورت نتاع الخرجه نتاع التعليم المجاني هاي باينه دير لنا تعليم مجاني نتاع صح. Et puis, je donnerai la parole à Hassan. Et puis, on sait ce qu'il en est du secteur de la santé. C'est l'un des plus mauvais secteurs de la santé du monde. Au point où eux, tous, autant qu'ils sont, avec leur famille, leur bobonne, ils viennent soigner à l'étranger, en France. شوف ils soignent المواطن pas. البسيط ماشي الضعيف ماشي الفقير المواطن ان بو كلاس موين يروح يداوي في تونس. Oui, oui. Et il y a beaucoup de gens... على القلب Il y a beaucoup de gens qui meurent faute de soins, faute de médicaments. Bien sûr. Les gens qui sont atteints de cancer souffrent le martyre. Et pas seulement les gens atteints de cancer. Des tas de maladies d'un autre âge qui sont en train de décimer la population littéralement. Et on n'en parle pas. Non, mais ce qui est choquant, Oui. ce qui est choquant dans cette histoire, c'est pas qu'il, c'est pas يقول يقول للناس اللي راهي عايشه يقولها الواحد عايش في الامريكان ويتهموا باللي انتم حزب فرنسا وعايشين الناس اللي في الجزائر اللي تسمعوا هذه الهضره ما تدخلش في راسهم على بالهم باك اللي ما كانش الطب المجاني على بالهم اللي ما كانش تعليم مجاني اي دونك هذا سامحني يا سيد الرئيس بصح هذا ما نحبش نتهم ان ريسبونسابل دو مونسونج مي سي كيلكو شوز سي ان مونسونج. الطب المجاني tu passes chez le médecin pour une consultation. Le médecin, il va te faire une ordonnance. Mais il n'y a pas de cachet. Tu passes à l'accueil pour qu'il te fasse le cachet. Mais pour qu'il te fasse le cachet, il faut payer. 50 dinars à l'accueil. Ah, ça, c'est de un. La deuxième des choses. Chez nous, c'est un dicton sahlif, de la langue locale du Kabyle. On dit c'est-à-dire, quand on n'a rien, on ne peut rien donner. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui va à l'hôpital pour se soigner pour les soins les plus élémentaires, on lui demande d'aller à la pharmacie pour acheter de la bétadine? Ça, c'est les hôpitaux. Du fil chirurgical, des compresses. C'est-à-dire c'est au sérum. citoyen lui-même d'abord de se munir de tous ces moyens à la pharmacie pour aller à l'hôpital, pour que le médecin puisse les utiliser. Et on parle de tab al-majani. Ou l'ordonnance. كاين ناس يعطيو لهم لوردونونس اكثر من السالير تاعهم قداش شفنا واحد في الطريق يطلب باش يشري الدواء سي اون رياليتي aujourd'hui en Algérie. Hassan. Je pense que, à la limite, ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Les Algériens savent ce qui se passe et savent très bien que, comme l'a dit M. Benchenouf là il y a un instant, que tous les préfets, les procureurs, les officiers de l'armée,
les commis de l'État au niveau supérieur, etc., ils se soignent tous en France et quelques-uns dans d'autres pays d'Europe, Suisse, Espagne, Italie, etc., où on va dire la classe moyenne, c'est en Turquie, Tunisie, comme ça vient d'être dit. Donc déjà, rien que ça, ça prouve vraiment qu'il y a un délabrement du système de santé en Algérie, non pas par la faute des médecins, mais par la faute du système, parce que non seulement on ne leur donne pas les moyens de travailler, non seulement on ne leur crée pas les conditions de travail, mais en plus, il y a une immixtion des officiels dans les décisions des responsables à l'intérieur des hôpitaux. Ce n'est pas eux qui décident, ils n'ont pas les budgets qu'il faut, ils n'ont pas une politique de la santé adéquate comme il la souhaiterait, etc. Moi, je connais énormément de médecins algériens qui sont encore sur place et qui vraiment tirent les cheveux parce qu'ils disent qu'on ne peut plus faire face par rapport aux besoins de la société. Il en est de même des enseignants. Alors là, c'est un secteur sinistré. L'enseignement, non seulement c'est sinistré au niveau des conditions de travail, mais c'est sinistré au niveau des programmes, c'est sinistré au niveau... Du surnombre dans les classes. Absolument. Et donc, et en plus, quand ils avaient ouvert un petit peu sur les établissements privés, effectivement, comme le dit Senhaja, beaucoup d'Algériens se sont dit, écoutez, moi, mes enfants, quel que soit le tarif, quel que soit le coût, je vais me saigner, je vais envoyer mes enfants dans une école privée. Et d'ailleurs, il y a un business très fort dans le truc privé, malheureusement. Malheureusement. Quasiment tous les enseignants, presque tous, donnent des cours privés pour pouvoir... C'est pas ça que je veux dire. C'est que ces écoles privées se sont mis au programme français. Et donc, ils ont réussi, beaucoup de ces écoles ont réussi à faire passer à leurs enfants le bac français. Comme c'est interdit en Algérie, ils allaient passer le bac français en Tunisie. Ça veut dire qu'il y a deux écoles, l'école pour les pauvres et l'école pour... Quand ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça commençait à se démocratiser, à prendre une ampleur extraordinaire, eh bien, ils ont donné tout de suite un coup d'épée un coup de pied dans la fourmilière et ils les ont obligés d'avoir le programme officiel, c'est-à-dire des programmes absolument en dehors de tout entendement scientifique. Des programmes qui n'ont rien à voir avec les... Qui ont fait leur preuve en termes d'échec. Oui, ils ont fait leur preuve. Et qui ont finalement conduit à la non-reconnaissance des diplômes algériens. Aujourd'hui, il faut savoir, moi je suis à la retraite maintenant, mais j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai enseigné à l'université, dans une université française. Qu'est-ce qui se passait? On recevait un dossier d'un Algérien. Il fallait qu'il soit en troisième et qu'il finisse sa troisième année là-bas, bac plus 3, pour qu'il puisse s'inscrire en première année en France. Tellement le décalage des niveaux est important. Oui, et on en est encore là. Je veux dire que les diplômes algériens ne sont reconnus nulle part. Non pas par la faute des étudiants, non pas par la faute du personnel enseignant, mais parce que le manque de moyens, les programmes ne répondent pas aux normes internationales, ils ne répondent à aucune espèce de critère scientifique, universitaire, digne de ce nom. Alors, si on pouvait rester dans les déclarations de M. Tebboune et dans la revue El Jish, il nous faudrait 10 émissions au moins pour pouvoir juste aborder un minimum. Juste un petit point, petit point par rapport à ça, par rapport à ce double discours de Tebboune qui d'un côté parle de Yahlafi, il jure que le programme du président allait continuer. Là, c'était à l'époque où il était dans le gouvernement de Bouteflika, plus les répressions, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc là, c'est pour faire un forcing électoral, mais de l'autre côté, il fait un clin d'œil à ceux qui sont dans le Hirak, ceux qui sont susceptibles de participation, en disant que voilà, on est là en rupture avec le système précédent qui était dangereux. On était sur une impasse politique en Algérie, donc il fallait sortir de là. Il fait des promesses. Ça, c'est pour ramener Zahma les
gens à participer. Donc c'est un double discours que le peuple a, je pense que le peuple a déjà rejeté. Moi, je vais rectifier une chose. Effectivement, quand il dit Tab Medjani, c'est pas un mensonge en réalité, c'est une réalité. Parce que c'est vrai, Tab Medjani, mais c'est à quel prix et quel Tab Medjani. Gratuit. Deuxième chose, sur le secteur des enseignants, je pense que c'est parmi le secteur les mieux payés parce qu'ils ont mené des batailles. Hein. Ils ont mené des batailles. Et je pense qu'il y a à revoir dans les contenus pédagogiques. Ça, c'est fondamental, sauf qu'il y a un verrouillage pour ne pas... alors on cède... Vous savez combien est payé un professeur d'université en Algérie? 100 000 dinars. Pour un député qui gagne minimum 300 000 dinars. 100 000 dinars, c'est 500 euros. C'est 500 Oui, mais c'est 100 000 C'est ça dinars. le tarif des professeurs d'université. Il ne peut même pas aller voyager, s'acheter des livres, s'acheter de la Oui, mais quand elle dit mieux payé, c'est relatif. Aller à Par rapport relativement aux autres secteurs. Par rapport Parce au qu'ils ont pouvoir mené des d'achat batailles. d'aujourd'hui, Ils ont mené des par rapport au batailles. pouvoir d'achat, c'est largement nul. suffisant. Non, non, pas du tout. Alors, Ils ont mené des batailles, c'est pour ça que je veux que c'est important quand on mène des batailles, on peut arriver. Un député improductif, ignorant, qui est là juste pour lever la main quand on lui demande de la lever et de baisser sa main quand il faut la baisser, il est payé 3 fois plus qu'un fois, sans compter les professeur privilèges à Voilà. côté. Donc, Non, mais je ça vais veut pas tout dire. qu'on se mette d'accord, je ne me mets pas les professeurs à dos. Je dis, c'est pour valoriser la lutte. Quand on lutte, on peut gagner. Et c'est l'un des secteurs, c'est le rare secteur. Je ne parle pas de Mahrouqat ou je parle des secteurs. Pardon, monsieur Haj. C'est l'un des secteurs qui a bougé entre. Parce qu'il y a des secteurs qui sont stagnés, qui sont. Vous imaginez pas, mais il y a des gens qui gagnent 20 000 dinars, 30 000 dinars. Des ingénieurs d'État qui gagnent 50 000 dinars. Oui. Alors, vite, très vite, parce qu'il faut que nous n'en avons plus de temps. C'est vrai, les syndicats des profs, si à chaque fois, je peux dire qu'ils gagnent des batailles d'augmentation de salaire et tout, parce que c'est des syndicats qui sont organisés, si à chaque fois on entend qu'il y a des grèves de corporations, c'est toujours les profs. Et parce que le régime n'a pas intérêt à se les mettre à dos. Et lorsqu'on parle du problème de niveau et tout, ça c'est le système qui a gangréné toutes les institutions. Une dernière comparaison, vraiment en 30 secondes. Un maître assistant qui prépare son doctorat, il est payé 50 000 dinars. Un gendarme, dès sa première année, il est payé 50 000 dinars. Ben voilà. Alors, nous allons parler très vite de l'éditorial du Monde et de la réponse de l'ambassadeur d'Algérie en France, et pour passer ensuite aux élections. Et je vous demanderai donc des tours de micro assez dynamiques, assez synthétiques. Alors, sur une chose, avant de... Le Monde dit, parlant des élections législatives, qu'elle s'annonce comme un nouveau rendez-vous manqué pour la démocratie algérienne. Mais là où ça m'a un peu interpellé, il dit « Un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens ». Plus loin, il dit dans un climat lourd de peur, le régime a réussi à mettre fin par la force, sauf en Kabylie, aux manifestations hebdomadaires qui défiaient son pouvoir. C'est un constat de décès du Hirak que fait le Monde. Hein. Il est en train de nous dire qu'un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie. Et plus loin, il dit le régime a réussi à mettre fin par la force, sauf en Kabylie, aux manifestations hebdomadaires. À votre avis, je vous laisse... Il a mis fin dans un certain nombre de villes, notamment à Alger, puisque c'est Alger la capitale quand même. Non pas parce que les Algériens ne veulent plus manifester, non pas parce que les Algériens ne contestent plus le pouvoir de Tebboune, non pas parce que les Algériens ne veulent plus de ces élections factices, magouillées, les quotas préparés d'avance pour les partis, pour les indépendants, etc., pour les islamistes, pour les pseudo-démocrates, pour les archaïques, pour les pseudo-progressistes, etc. Tous les quotas sont prêts dès maintenant. Les résultats sont là, préparés à l'avance. Non pas parce que le Hirak n'est pas conscient des enjeux et qui n'a pas envie de continuer à réclamer non seulement un état de droit, mais un changement du droit. Parce qu'un état de droit, ok, mais sur quelle base, sur quel droit? Donc le Hirak demande
non seulement exige un changement radical, institutionnel, judiciaire, séparation des pouvoirs, etc., etc. Mais tout ça, il est dans la culture des Algériens. Il est pas seulement dans l'inconscient collectif, mais il est dans la culture politique de l'Algérien aujourd'hui. Il n'y a pas un village, il n'y a pas une ville grande ou moyenne où les Algériens aujourd'hui ne connaissent pas les enjeux. C'est très simple. S'ils sont sûrs d'eux, puisqu'ils disent il n'y a qu'une minorité qui ne veut pas d'élection, etc. Oui, oui. À ce moment-là, qui leur donne la parole, puisqu'ils ne peuvent pas influencer, comme ils disent, la majorité. Et qu'il arrête d'en parler, puisqu'il ne représente rien. Oui. Alors que tout ce qu'ils font, ce n'est que parler du Hirak al-Asil qui n'existe plus. Donc, d'un côté, on nous dit que ça y est, c'est la vague, les Algériens par dizaines de millions vont voter. De l'autre, deux petits partis, le MAC et Rachad, sont capables éventuellement de perturber les élections. Il y a une contradiction là, il y a un problème. Il faut savoir exactement ce que vous voulez. Moi, Monsieur Benchenouf, peut-être qu'on reviendra sur ce point-là, et d'autres aussi. Je suis absolument convaincu que ce problème n'est pas que politique. Il est pathologique. Parce que nous allons y revenir, absolument, parce que les égocrates qui sont des décideurs aujourd'hui ont des problèmes de nombril, ont des problèmes de manque d'affection, de manque d'amour, de refus du peuple algérien de les reconnaître. Ils sont en demande de reconnaissance. On va en parler tout à l'heure si on a le temps. Alors, Abdelrahim, est-ce que le Hirak, comme le dit Le Monde, a été étouffé, c'est fini, terminé, le régime ou est-ce que c'est un repli stratégique, c'est un souffle que reprend doucement le Hirak? Ce que je disais à M. Hersh tout à l'heure, c'est que cet article, cet éditorial du Monde, qui n'était pas forcément une réponse, mais il allait dans le contresens de ce qui a été fait par Le Point. Je ne pense pas que ce soit une réponse claire, mais ça venait au même moment. C'est que les mots qui ont été choisis, c'était des mots crus. C'est ce que revendique le peuple. Ça parle d'un pouvoir qui essaie d'étouffer le désir démocratique, la répression massive, État authentique civil et non militaire, revendication de transparence. On parle également là, personnellement, 2000 personnes arrêtées, justement. La phrase où cet éditorial dit que c'est la fin... Il n'a pas dit la fin du Hirak. Ils ont dit la fin, c'est-à-dire il a à mettre fin aux manifestations, notamment à Alger. Donc là, je pense que, vous savez, ces 3 derniers vendredis, lorsque vous vous fixez sur Alger, Alger la blanche est devenue Alger la bleue. Et c'est vrai que, mis en Kabylie, à Béjaïa et Tizi Ouzou, le Hirak, il est toujours intact, mais je pense que le peuple algérien, il ne pense pas seulement à cette étape qui s'appelle le 12 juin. On pourra peut-être nous interdire de marcher un vendredi, 2, 3, mais ça reviendrait. N'oublions pas ce confinement qui a duré environ un an, et puis le 22 février, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc là, c'était même pas une maladresse, mais c'est une réalité. Le pouvoir a tenté de mettre fin aux manifestations à Alger. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu ici à Paris il y a une semaine. C'est la 2e fois qu'on nous refuse de marcher. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais tout simplement dire que ce qui se passe à Tizi Ouzou, Bougie, Bouira, Boumardas, Kharata et dans l'immigration. Donc ces manifestations massives qui sont exactement les mêmes depuis février 2019, eh bien, ces manifestations sont dans le cœur des Algériens, dans la tête des Algériens, lors même que des milliers et des milliers de policiers sont déployés pour entraver les marches, non pas pour arrêter les marches, parce qu'elles sont toujours là. Les Algériens sont toujours prêts à sortir de chez eux pour peu que, effectivement, cette armada policière ne les empêche pas, pour peu qu'il y ait un minimum de respect au peuple algérien. Oui,
Oui, je pense que l'article du Monde, il dit qu'il y a arrestation, enfin l'arrêt des manifestations, c'est une réalité, c'est un constat. Mais le Hirak n'est pas arrêté parce les gens se posent la question aussi. Hein. Les gens qui marchent se posent la question et c'est légitime. Et je pense que le jour ils reviendront, enfin en masse. D'ailleurs, la preuve, ils sont arrêtés pendant une année et ils sont revenus. Parce que le Hirak ما ماتش على خاطر الحلول ما كانش. Donc madame الحلول ما كانش, donc ils sont là. Évidemment, tout le monde n'a pas la pratique démocratique de voter pour un parti, de programme. On est en train de faire l'apprentissage. Et je le dis et je le redis. Depuis 62, on n'a pas eu un espace démocratique pour qu'il y ait des partis clairs, connus, etc. Il y a les partis, parce qu'il n'y a pas que le MAC et le RHD qui sont menacés. Le PST, l'UCP, tous les partis, le RCD, tous les partis qui sont notamment dans le PAD, ils sont visés, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est un des acquis de 88 sur lequel on est en train de revenir. Et donc, cette pratique démocratique, je le dis encore une fois, je m'adresse à ceux qui accusent le Hirak de marcher seulement. Nous, on ne veut pas نعاودوا بالطريقة نتاع البوفوار نسميو موساوار ونسميو M. Hirash, etc. On veut avoir un temps, les gens expliquent leur programme, transition, ça s'appelle la transition. في تونس ندارت في كل الدول اللي فيها ثورة داروا ترانزيسيون هذيك الناس تهضر على البرامج تاعها الناس on discute, on s'organise, c'est tout ce qu'on demande. Nous ne demandons pas seulement de marcher. Nous ne sommes pas contre les élections. Nous sommes pour les élections parce que même si les élections, peut-être c'est le dernier, nous sommes pour les élections parce que mais ça reste, je finis, ça reste le droit élémentaire, le plus basique de la démocratie. Mais pas dans ces conditions. Dans ces conditions, نحينا محمد باش نديرو عيسى اللعاب حميده والرشام حميده في قهوه حميده c'est la même chose donc c'est ce que nous ne voulons pas que dans 10 ans il y aurait un Hirak تاع الدم. Nous voulons aujourd'hui le Hirak السلمي qu'il aboutisse sur le départ discuté comme ils ont fait, Silmi, comme ils ont fait en Tunisie, je termine juste par rapport à juste un mot, M. Benchenoub. Quand il l'a rédigé à partir, il accuse la réponse de Sefara. Rédigé à partir du salle de rédaction parisienne. Et il dit, alors sans attendre que votre envoyé spécial qui s'apprête à se rendre en Algérie du 8 au 14, il oublie de dire qu'il refuse de donner les visas à beaucoup de journalistes. Oui. Beaucoup de journalistes sont interdits de mettre les pieds en Algérie. Et je peux citer, il y a celui qui est algérien qui travaille sur TV5, Msid Esmo, vous pouvez me le rappeler, celui qui est le politologue de TV5, qui est algérien de Skikda, hein, c'est pas Msid Esmo. Slimane Zigidour, il est interdit, mais c'est pas que tous les Algériens, tous les journalistes sont interdits. Alors, de quelle liberté de presse vous nous parlez? Et même ceux qui sont autorisés à y aller. Globalement, il faut dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer librement en Algérie. Bien sûr. Ils sont escortés au nom de leur sécurité. Ils sont escortés 24 heures sur 24 et quand ils sont dans leur chambre à l'hôtel, il y a des policiers en faction devant leur chambre et en bas de l'hôtel. Et je conclus, si vous avez rien à cacher, si vous pensez que c'est démocratique, pourquoi vous interdisez à ces journalistes de se rendre en Algérie? Juste deux remarques peut-être très rapides, très franchement rapides. Quand ceux qui disent par exemple que le Hirak ne servait à rien, même ceux qui ne sont pas du pouvoir, il y avait quelques voix comme ça, les marches ne servaient à rien. Si elles ne servaient à rien, si elles ne gênaient pas le pouvoir comme on nous disait, on ne les interdirait pas. C'est parce que précisément les marches massives, pacifiques, gênent le pouvoir. On ne mobiliserait pas 100 000 policiers. Voilà, absolument. Au moins. Voilà. Au moins. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque... Mais très vite, Hassan, non, mais je dis juste deux phrases. Oui. Concernant l'éditorial du Monde, oui. Dans le titre dit ici « Contestation étouffée ».
Et voilà, après avoir digéré la fin de l'ère Bouteflika et arrêté quelques oligarques, le système a étouffé la contestation et repris ses promesses de libéralisation et d'écoute de la jeunesse, offrant une simple façade civile aux militaires. Aux militaires. Nous allons parler. C'est pour ça que j'essaie de vous presser un peu. Alors j'aimerais juste signaler quelque chose d'absolument hallucinant. Monsieur l'ambassadeur, dans sa réponse, entre autres bêtises monumentales qui sont dedans, il dit quelque chose d'absolument... Et c'est là où nous allons tout à l'heure parler de cette attitude psychologique qu'on aimerait bien comprendre. Comment peuvent-ils se permettre de telles énormités, de telles outrances? Comment procèdent-ils dans leur tête? Alors écoutez bien, c'est fort de café. Rédigé à part d'une salle de rédaction parisienne. C'est comme s'ils pouvaient rédiger, je ne sais pas où. Un édito est rédigé à partir d'une salle de rédaction parisienne. Un édito du Monde. Alors, sans attendre, etc., puissent mesurer sur le terrain, écoutez bien mes chers amis, puissent mesurer sur le terrain l'ampleur de l'engouement. Non seulement il parle d'engouement, mais parle de mesurer l'ampleur de l'engouement du peuple algérien, notamment sa jeunesse, pour cette étape cruciale dans l'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle, et il parle des élections. Est-ce qu'il y a un engouement en Algérie d'une très grosse ampleur pour ces élections? J'aimerais que le tour de micro soit assez rapide pour pouvoir passer à la suite. Ça s'appelle tout simplement un délire. À partir du moment où on déforme la réalité à ce point-là, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont dans une position extrêmement difficile. Ces gens-là, ils ont peur en réalité. Mais Hassan, oui. Pourquoi? D'accord, je comprends. Oui. Comme a dit tout à l'heure Senhaja, il ne va pas venir nous dire « Oui, c'est des élections truquées par avance, je le reconnais. Oui, il y a un boycott annoncé, oui. » C'est sûr. Donc il va essayer de défendre sa chapelle. C'est ça. Mais pourquoi ne le fait-il pas d'une façon un peu plus habile, un peu plus intelligente, qui insulte moins l'intelligence des gens, quand il dit qu'il puisse, votre journaliste, venir mesurer sur le terrain l'ampleur de l'engouement. Oui. C'est énorme, ça. Oui, on ne peut pas se permettre de dire ça. Parce que nous avons affaire, tout simplement, et dans tous les secteurs du pouvoir politique, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les procureurs, que ce soit les ministres, que ce soit les officiers de l'armée, etc., c'est des gens qui n'ont jamais été remis véritablement en question de façon directe. Donc, ils sont habités par un ego absolument démesuré. Ils sont imbus de leur personne. Ce qui fait que toute remarque de citoyens, de journalistes, etc., est considérée comme une attaque. Et tout phénomène, justement, qui les minorise, qui montre bien que, finalement, ils ne sont pas écoutés par le peuple algérien, ils ne sont écoutés par personne, ils n'ont pas de force politique sur le terrain, ils n'ont pas de parti comme début, par exemple, des années 60-70, où il y avait quand même l'appareil FLN, etc. Aujourd'hui, même les appareils FLN, RND et les petits partis, satellites, etc., ne peuvent pas leur assurer un minimum de reconnaissance du peuple algérien à leur égard. Et donc, ils sont en manque de reconnaissance, ils sont dans un délire psychologique total, et je vous dirais même qu'ils ont, comment dire, un besoin affectif démesuré, si bien qu'ils ont besoin de s'inventer des légendes, de s'inventer des contes pour dire attention, voilà, tous les Algériens. Ils ne sont même pas dans la mythification, ils sont dans la mystification. Ils sont dans le délire, tout simplement. Et je vais vous dire, ce point de vue-là, par exemple, Kamel Daoud l'a bien joué. L'a bien joué dans son interview avec Tebboune sur ce que les Algériens appellent maintenant le publi-reportage. Oui, il faut absolument lire, moi je l'ai lu attentivement, lire l'introduction avant l'interview lui-même, où il décrivait la présentation, où il décrivait le palais présidentiel à Mouradia comme étant vide, comme étant désert, les où il y avait furtives. Saïd
carrés, les ombres pressées, voilà, où il y avait les ombres, etc. C'était vraiment le jahiliya, vraiment c'était comment dire, l'apocalypse. Et puis 20 bounes, c'est le printemps. Il parle du printemps, de l'eau qui coule, des oiseaux qui chantent. La forte tête, oui, la traversée du désert. Des fleurs qui ont poussé. Des fleurs qui ont poussé. Alors, avant de donner la parole à Abderrahim. Sacré Daoud. C'est incroyable. Alors, nous allons écouter M. Tebboune pour rester un peu dans le même cadre, pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces gens. Écoutez. فرنسا فيها عدة فرنسات شكون يعني فيها 3 لوبيات وواحد ما يمشي مع الآخر وكل واحد يقرر فيها لوبي تاع ناس اللي خرجوا منا بعد الاستقلال وما زال أحفادهم وأحفاد أحفادهم ويغدوا فيهم الروح نتاع الكراهية على الجزائر والجنة المفقودة اللي فقدوها وإلى آخره. فيه ناس اللي وهاد الناس هادو الانتقاميين معهم بما كان يسمى بالمنظمة الجيش السري الأوائس اللي قتلت الجزائريين ما زالت إلى الآن في فرنسا ما زالت موجودين إلى الآن موجودين. سيد الرئيس يعني بكل أسف. وفيه فيه 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 لوبي آخر تكون من الناس اللي جزائريين اللي اختاروا آنذاك باش يمشوا مع فرنسا بكل أسف الوقت. Alors, et là, Hassan, il parle de ceux qui sont contre l'Algérie, il n'est pas contre le régime. Il parle de l'OAS et des Pieds Noirs, qui ont constitué un lobby. Sachant que le plus jeune de l'OAS aujourd'hui en France, pour ceux qui sont restés vivants, il a 80 ans. Celui qui avait 20 ans, 62, il en a 80 aujourd'hui. Celui qui avait 40 ans, il en a 100, un siècle. Oui. Les Pieds Noirs, c'est pareil, ils sont... moi, je n'ai jamais entendu parler d'un lobby Pieds Noirs anti-Algérie. Mais par contre, moi... Pardon. Oui, Et il parle aussi des Algériens qui sont en France, il parle des Hirakistes, des gens des Hirak, qui constitueraient un lobby anti-Algérie. Alors, nous allons laisser la parole à Msawar parce que nous devons passer aux élections. Abderrahim. Tout à l'heure, tu as dit la traversée du désert et tout. Moi, je pense que Tebboune, c'était la traversée de tous les gouvernements. Oui, de tous les gouvernements. 50 ans. Ils se retrouvent La traversée aujourd'hui du dessert. Du dessert ou de toute façon, c'est le même régime. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que ce régime, il s'invente des mythes, il s'invente des histoires. À un certain moment, c'était pour essayer de convaincre, pour essayer de vendre du rêve. Mais là, aujourd'hui, je pense que ce rêve qu'il est en train d'inventer, il vit dedans. C'est une forme de schizophrénie. C'est-à-dire, on peut commencer par dire n'importe quoi, par raconter des histoires, et soi-même, avec le temps, on y croit réellement. Donc c'est ce qu'il fait, en disant que des millions d'Algériens, ils souhaitent participer aux élections, ils souhaitent accompagner le Jazair el-Jadida, alors que si c'était la réalité, les gens ne seraient pas ressortis après le 12. Mais est-ce qu'il y croit lui-même? Est-ce qu'il est dans un déni tel qu'il arrive à y croire lui-même à ses propres mensonges? Ça peut être une impression qu'on a, mais une chose est sûre, c'est que ce régime, ces larbins, ces pions, ils sont capables de tout faire, rien que pour rester au pouvoir. N'oublions pas qu'il est capable de tuer, capable d'assassiner. Donc aujourd'hui, les invectives, les calomnies, les accusations mensongères, c'est rien du tout comparé à ce qu'il est capable réellement, à ce qu'il est capable de faire. Moi, je pense que, très vite, Hassan, parce que... Moi, je pense que c'est la réaction vraiment d'un pervers narcissique. Pervers narcissique. Oui, c'est-à-dire qui n'accepte pas la critique, qui n'accepte pas la réalité, qui n'accepte pas de ne pas être aimé, qui n'accepte pas de ne pas être applaudi, de ne pas être admiré, vénéré, et qui etc. refuse de se regarder dans un miroir. Qui n'est pas sur le piédestal, ou mon Dieu, voilà, c'est le grand chef, c'est le grand Manitou, etc. Dès lors que ça lui manque tout ça, parce qu'il est en recherche de cela, eh bien, il va s'inventer des mythes, effectivement. Je pense véritablement qu'ils y croient. Moi, il y a quelque chose qui me choque parce que moi, militante anticoloniale, être comparée à l'OAS, moi j'ai perdu mon frère, il avait 19 ans au maquis. Mon père, il a fait 1 année de prison en 1945. Donc la plupart des enfants qui sont dans le Hirak sont issus de cette culture, de cette éducation. Et je vous dis, je parle sans démagogie, j'ai les larmes aux yeux. Moi, je fais partie
du collectif qui appelle le vendredi 18 juin à 18h30 à un rassemblement, pas un nom, pas une rue, pas une école, pas une avenue, au nom de Bugeaud. Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui organisent le 17 octobre 61. Je fais partie des gens qui organisent le 8 mai, la reconnaissance du 8 mai 45 ici, le massacre de la colonisation française. Donc moi, être comparé à ça, je trouve que c'est une déclaration de guerre. C'est comment un président, il est censé être le président de tout le monde, de ceux qui sont pour lui. Ça, c'est un président dans un état de droit, avec ceux qui ont voté ils ont et ceux invité qui sont... Bijar au moment où Tebboune était déjà haut fonctionnaire. Hein. Ils ont invité, je ne me souviens plus de l'année, tu te souviens? Ils ont invité le général Bijar, qui a été un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. Ils l'ont invité en Algérie. Hein. Et nous, le Hirak de Paris, on appelle à une marche ce samedi, le 12, contre le racisme, contre l'extrême droite, dont l'OAS fait partie. En effet, il y a des nostalgiques de l'OAS, il y a des nostalgiques, c'est une réalité. Mais nous, les militants du Hirak, ici, nous les combattons. Parce que nous vivons ici et nous les combattons. Mais ce n'est pas un lobby anti-Algérie, ça se passe en France. Il y a, bien sûr... Ça se passe en France. Enfin, je pense que... C'est plus un lobby anti-immigré. Anti-immigré plutôt. Un lobby raciste. Tout à fait. Et moi, je ne veux accuser personne, mais je pense qu'il y a des gens bien placés qui sont en lien avec ces gens. Il y a eu des ratonnades jusqu'à fin des années 70 que le gouvernement algérien n'a jamais dénoncé et il n'a jamais interpellé le gouvernement français pour faire cesser les ratonnades qui concernaient l'immigration algérienne. Et pour cause, puisque la quasi-totalité de l'establishment et même de l'opposition, d'une certaine opposition, ont un pied-à-terre au moins ici en France, ont des biens, ont des comptes en banque, leurs enfants sont là, ils font leur vie ici, leurs études ici. Donc, juste un point, il ne faut pas oublier que ces propos, ils s'adressent à la diaspora algérienne en France, principalement à Paris, dans le Hirak. Parce que au moment où toutes les marches étaient réprimées, étaient stoppées, arrêtées en Algérie, seulement le Hirak à l'étranger, principalement à Paris, on a continué à marcher, on a continué à manifester par des milliers à Paris. Ça, le pouvoir, il ne l'oubliera jamais. Oui, mais il a fait des mains et des pieds pour contraindre le Hirak parisien. Autre chose, y compris interdire les des marches. mesures qui sont prises par Air Algérie pour que les ressortissants algériens puissent rentrer en Algérie, voir leur famille, ça en fait partie. Donc c'est une vengeance du pouvoir contre la diaspora. Alors nous allons entrer dans le dernier point, les élections qui ont commencé en Algérie avec les itinérants, comme ils disent, les nomades, les personnes, surtout le Grand Sud. Hein. Regardez ces images. ضمان السير الحسن العملية الانتخابية بالمكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل. استجابة لنداء الوطن توافد صباح هذا اليوم البدو الرحل وسكان المناطق النائية بولاية إليزي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم بالبرلمان. كاميرا التلفزيون رافقت المكتب المتنقل رقم 15 والذي كانت وجهته إلى تنارين ودهان إمسوان وتخملت. اليوم بدينا عملية الانتخاب، قمنا بالواجب بتاعنا وإن شاء الله هدينا الطريق صحيح من أجل الوطن ومن أجل التغيير. أهل وغنا فوطة نكنا الفوطي هو سير نسواد لغا الدنيا تاهي تمليت ما تاهي تاونيت هذا تكون يسطع هرتير. Une partie de la population livrée à elle-même, abandonnée de tout, qui manque de tout, qui vit dans des conditions atroces et dont le régime ne se rappelle que pour montrer des images de ces gens en train de voter. Et vous avez vu, le monsieur à la fin, je n'ai pas laissé aller jusqu'à la fin, le monsieur, il parle aussi d'engouement des populations du Sud et vous avez vu les quelques personnes. Alors, dernier tour de micro sur ça, 2 minutes chacun, il n'y a plus de temps. Je dirais que là, ils choisissent évidemment une poignée de gens qui vont reprendre exactement le même vocabulaire que le pouvoir lui-même, que Ammar Ben Himer, hein, donc El Jaish, que je soupçonne d'ailleurs Ammar Ben Himer d'avoir écrit l'éditorial du Jaish, c'est exactement le style de sa plume. Et
S'il écrit aussi mal que ça, c'est s'ils veulent gravissime. vraiment... Oui, il écrit aussi mal. C'est pas une question d'écrire mal, c'est une question de vocabulaire absolument monstrueux. Oui, oui, c'est une succession d'insultes, de menaces, de minorisation du peuple algérien, etc. Mais sur les élections, alors, boycott, participation, c'est pour... il ne peut pas y avoir de vérité. Il n'y a pas d'élection. Quand ceux qui s'opposent aux élections ne peuvent pas parler, ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas dire que ces élections elles sont factices, les résultats sont connus d'avance comme d'habitude, que c'est la police politique qui va décider de qui passera comme député, de qui ne passera pas cette fois-ci, etc. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler d'élection. Donc il y aura un machin, voilà, où on invitera des militaires qui seront obligés d'aller mettre un bulletin, des policiers... Mais ça ne remplit pas les bureaux de vote. C'est comme les élections passées, celle de Tebboune, celle du référendum. D'habitude, ils offrent aux Algériens, à travers le NTV, la chaîne publique, ils offrent des images de monde dans les bureaux de vote. Or, ils n'arrivent même plus à réaliser cette participation minima qui donne l'impression. Pour faire ce genre de théâtre, ils vont arriver à le faire. C'est-à-dire, ils vont ramener des militaires habillés en civil. On l'a vu d'ailleurs aux élections. Ils peuvent pas, même s'ils les font voter 4-5 fois. On les a vus en cheveux très courts. Oui, en train de courir. Et tout ça. Et qui avaient tous à peu près le même âge. Même âge, et pas de femmes. Voilà. Alors, donc cette fois-ci, on verra un ou deux bureaux, il y a du monde, etc. Mais c'est les gens du pouvoir qui vont y aller se déguiser. Alors, Abdelrahim, puis... Moi, je pense que cette fois-ci, la fraude, elle va être massive. Pourquoi? Parce que le système de contrôle des élections, de surveillance le jour même, ça ne mène à rien. Le pouvoir... massif? Parce que l'enjeu est crucial pour le régime? Pour Tebboune, pour le régime actuel, c'est crucial parce que l'Assemblée nationale, le Majlis Sha'bi al-Watani, constitue le parachèvement de la reconstruction du système en place après... Du système mafieux en place. Exactement. Après la présidence... Mais s'il y a un boycott massif, est-ce que ça risque d'être un coup dur pour le régime? Ou est-ce qu'il ne permettra pas que le boycott se fasse? Après... Le boycott en lui-même, l'action physique, c'est que le peuple n'ira pas voter. Sauf que, comme vous le disiez, les militaires les empreintes. On a vu des images, il y a 3-4 millions de morts qui des votent, personnes qui sont décédées et qui sont décédées, qui n'ont pas été supprimées sur les listes électorales. Nous, on a vu des personnes mettre leurs empreintes sur les cases des votants. Oui, les vidéos existent. Donc aujourd'hui, je pense que la fraude, elle sera massive, mais ça ne nous choquera personne. Le plus important, c'est d'expliquer que ce pouvoir, il veut remettre en place d'un côté l'Assemblée nationale, mais aussi de choisir une sorte d'opposition. Il va y avoir un panaché dans une Assemblée nationale, comme d'habitude, qui n'aura pas de prérogatives, qui n'aura pas de pouvoir, et ça va être l'Assemblée nationale la plus médiocre de l'histoire de toute l'Algérie. Très vite, oui. De mon point de vue, Abdelrahim, de mon point de vue, il n'y aura même pas de fraude. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y aura pas de vote, ils ne vont pas essayer de frauder avec les bulletins. Il y aura des résultats annoncés en fonction de leurs besoins. Les résultats, ils sont déjà sur place. Sofiane Djilali a parlé d'un minimum de 40% de participation à l'avance. Sofiane Djilali aura son quota officiel, voilà, qui lui sera attribué par la police politique. Voilà. Moi, rapidement, je pense qu'il y aura un peu plus, ne serait-ce que les candidats. Oui. Et pourquoi il y a quand même 25 000 candidats. Non, moi, leur famille ne vote pas. Non, on diverge, monsieur Halash. Moi, je pense que le reste de l'Algérie, la Kabylie, il va y avoir probablement 1% ou 2% de votants, mais le reste, déjà, leur famille, il va y avoir. Il faut qu'on soit réaliste. Mais pourquoi c'est important qu'il on va dire. Parce que la gifle du 12-12 reste dans l'histoire. Et ça, ils ont joué le jeu et toute la presse internationale a donné les résultats. Donc, tout le monde a dit que, juste comme je suis pressée, je dois dire rapidement, monsieur le président disait أحفادهم وأحفاد أحفادهم على تاع الواس. هنا راهم أحفادهم وأحفاد أحفادهم candidats.
اللي ما قدرش يترشح دار وليدو دار ولد voilà. Donc mais quand bien même il va y avoir des votants. Moi je pense qu'elle va pas dépasser les 30%. Hein. C'est impossible avec tous les trafics qu'ils vont faire et ça ne dépassera pas. Et je termine sur les élections. Si c'était des élections démocratiques, pourquoi ils ne donneraient pas le NTV aux gens qui s'opposent. Nous, les harakistes, on fait des zooms. Hier, il y avait un zoom de Nida 22, avant-hier de Alternativi, c'est-à-dire on a invité des pour, des candidats et des contre. C'est ça la démocratie. Mais déjà, on part sur un truc pas démocratique. Et vraiment, n'allez pas voter parce que même si parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre un bulletin de vote blanc parce que c'est tellement ramaqhorin. Eh bien, n'allez pas parce que ce vote va être comptabilisé pour parce qu'il n'y aura pas de blanc. Merci Sanhaja. Je rappelle la sortie de votre livre Algérie, la seconde révolution que vous voyez en plein écran. Qui vient de sortir aux éditions du Croquant, coécrit avec Patrick Farbiaz. Militant anticolonialiste. Militant anticolonialiste, merci de l'avoir précisé. Alors, merci Sanhaja, merci Hassan, merci Abdelrahim. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. À partir de demain sur le Magharibiya, couverture spéciale élection, où nous allons essayer d'aller au fond des choses. Merci beaucoup. Et Selmiya, Khawa, jusqu'au recouvrement de l'indépendance.